Bien, merci. Merci à toutes et tous. Il me revient donc le plaisir et l'honneur donc de pouvoir lancer la table ronde consacrée donc à l'identité et la culture. Je voulais donc aussi donc vous avertir que nous avons donc deux intervenants donc qui sont donc avec vous en direct, et puis nous avons deux autres intervenants qui seront donc par visio et que je salue puisque je les vois tous les deux apparaître donc à l'écran. C'est déjà bien, ça veut dire que tout marche. Et pour commencer, je voulais donc les remercier tous les quatre, Muriel, Sylvie, Catherine et Alex, puisque nous sommes à samedi donc après-midi dans une période particulièrement lourde en événements, et nous sommes aussi dans une période particulièrement délicate donc d'un point de vue politique. Je pense que si nous voulons traiter de la diversité donc culturelle, nous devons aussi être attentifs aux situations qui peuvent se passer dans différents pays. Et comme nous avons la chance d'être promenade des Anglais, je ne peux qu'avoir, n'est-ce pas Alex, un petit mot pour nos amis britanniques dont les soirées ces derniers temps ont été politiquement un peu complexes. Je voulais aussi, donc pour commencer, rappeler que le sujet que nous allons donc essayer d'aborder pendant cette heure et demie n'est pas un sujet neuf, c'est un sujet ancien, celui donc de pouvoir fonder l'identité européenne par la culture, ou de voir la culture comme le socle peut-être de notre identité européenne. Vous vous rappelez probablement qu'il a fallu quelques décennies avant qu'on ait une identité donc institutionnalisée par le Conseil de l'Europe, donc en 1994, et nous avons en ce moment bien entendu une réflexion qui doit être aussi en lien avec ce que les Russes, donc d'une certaine manière, nous ont imposé, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir nous repenser et de pouvoir repenser les bases sur lesquelles nous fondons notre identité. Alors pour commencer, je voulais me présenter. Je suis donc Antoine Godbert, moi je suis vice-président du mouvement européen. J'étais en charge donc du comité d'orientation stratégique qui doit réfléchir à un certain nombre de propositions. Nous en avons fait il y a maintenant quelques mois concernant donc différents sujets, dont la culture. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de demander aux quatre intervenants peut-être de réagir aussi sur les propositions que nous avons faites dans le domaine de la culture. Ça va de la gratuité dans les transports pour tous les artistes jusqu'à le changement des têtes d'artistes sur les billets. Et ça va aussi jusqu'à, bien entendu, notre volonté de pouvoir avoir un manuel d'histoire culturelle qui soit partagé. Quand on n'arrive pas à faire de l'histoire politique ensemble, autant faire de l'histoire culturelle ou artistique. Au-delà de ces propositions, moi je suis un ancien élu et je suis aussi donc l'ancien directeur de l'agence Erasmus. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dans la salle, mais aussi dans les panélistes, aimaient beaucoup ce programme, puisque c'était aussi une meilleure façon de répondre à la guerre que d'avoir ces échanges pour les plus jeunes. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons aborder cet après-midi des questions diverses, puisque la culture, c'est aussi le charme de la diversité, pas simplement entre la musique, le théâtre, Muriel, le cinéma, tellement important ici à Nice, aussi, proche, bien entendu, sur toute la côte, mais ici. Et puis la musique aussi, puisque tout à l'heure, j'étais dans le quartier donc musicien, et je repensais à notre Tchaïkovski, qui a passé tellement de temps donc, à Nice, et de se dire que c'est quand même une partie de notre européanité qui a été aussi faite par les artistes russes. Donc on ne peut pas négliger la situation géopolitique, mais on ne peut pas non plus empêcher donc, notre culture européenne aussi de se fonder sur des artistes russes. Je vais maintenant vous présenter donc, nos quatre intervenants. Donc, vous avez à l'écran donc, Alex Taylor, que tout le monde connaît, donc, journaliste européen, qui passe des petites nuits en ce moment à commenter beaucoup l'actualité britannique. Et Alex, donc, tout à l'heure, nous parlera beaucoup de langues, non seulement parce qu'il en est un expert, mais aussi parce que ce multilinguisme est une chance donc, pour le continent européen.
Je vous présente aussi Catherine Morin-Desailly, qui est un peu dans l'ombre. J'espère que l'écran la mettra plus donc, en valeur donc, tout à l'heure. Et Catherine nous parlera de patrimoine. Et je pense que vous êtes nombreux ici, dans cette nombreuse assistance, à avoir lu son rapport entre donc, l'Europe et donc, les questions patrimoniales qui sont essentielles, y compris quand on se balade sur la promenade des Anglais. C'est une part de notre histoire européenne que nous découvrons donc, pratiquement à chaque pas. Je vous présente aussi Sylvie Guillaume, tout je ne la présente plus, puisque en tant que donc, parlementaire donc, européenne depuis de nombreuses années, je n'ai pas dit le nombre d'années, Sylvie, mais en tout cas, donc, sa contribution donc, au débat donc, sur donc, à la fois l'action du Parlement, mais aussi sur le fond. Et elle était encore donc, en session, une session particulièrement difficile donc, cette semaine. Et donc, nous sommes très heureux donc, qu'elle ait pu trouver un petit peu de temps dans son agenda pour partager avec nous. Et pour Sylvie, les questions donc, de jeunesse et les questions d'échange et de mobilité sont aussi essentielles. Et puis, je ne présenterai pas Muriel, puisque j'oserais dire que c'est la personnalité que je suppose les Niçois ici connaissent le mieux, puisqu'elle dirige donc le théâtre donc, ici avec passion. Mais je rappellerai surtout aussi que Muriel a dirigé donc, la Comédie Française, qu'elle était donc la première femme à le faire, et que c'est important, nous en parlions quand nous présentions donc, ce débat, de se dire comment une comédie française, si associée à notre nation et à sa culture, peut aussi contribuer donc, à créer de la valeur ajoutée culturelle dans l'ensemble de l'Europe. Alors, pour commencer, je voudrais juste peut-être donc dans l'ordre, puisque c'est un peu la pleine actualité, donner la parole donc à Alex, puisque nous avions, comme je l'expliquais tout à l'heure, des événements politiques très très importants, et peut-être que notre culture européenne peut se créer face à la culture reconstruite que les Britanniques donc, ont voulu donc, imposer dans le Global Britain depuis quelque temps. Donc Alex, compte tenu de l'actualité politique donc, en Angleterre, vous avez la parole sur le sujet donc, de l'identité culturelle européenne face à l'identité culturelle britannique. Bonjour, j'ai 10 heures où je vais peut-être... Non, mais je vais me limiter, mais je pense que c'est très intéressant effectivement que ça arrive cette semaine parce que, comme vous avez dit, depuis 2 jours, je n'arrête pas de parler de la débâcle totale qui arrive en Grande-Bretagne et qui, en quelque sorte, pour moi, est l'aboutissement de 6 années de mensonges sur le Brexit. Vous savez, le Brexit est une histoire totale d'identité, de culture. C'était vanté comme tel pendant la campagne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut dire peut-être Liz Truss n'était pas particulièrement douée. C'est pour ça qu'elle est tombée. Mais si vous voulez, sa politique représente l'apogée des mensonges qui ont été beaucoup racontés par Boris Johnson et les Brexiteurs en amont. C'était peut-être un peu caché aussi par la pandémie et ce qui se passe en Ukraine. Mais en gros, si vous lisez la presse britannique, il faut jamais oublier quand on parle de la Grande-Bretagne à quel point la presse britannique a une force et ça n'a rien à voir avec la France. Il y a beaucoup plus de titres déjà et la force de leur opinion, quand on sait que 80% des titres, jour après jour, et ça pas seulement depuis 6 ans, mais depuis 30 ans, avec des éditoriaux contre l'Europe. Boris Johnson en est l'exemple parfait. Il a été viré du Times pour avoir inventé des mensonges sur l'Europe. Donc tout ça pour vous dire que, pour renouer avec l'actualité de cette semaine, pourquoi Liz Truss est tombée? Liz Truss est tombée parce qu'elle a proposé un programme fiscal absolument infaisable, impossible, où il y avait un trou béant de 60 milliards de livres pas financés, c'est-à-dire qu'elle voulait couper des impôts pour les plus riches, tout en promettant aussi du service public. Donc les marchés ont lâché. Pourquoi elle a pu raconter des choses pareilles? C'est parce que depuis 6 ans et un peu plus, les Brexiteurs se racontent et racontent au peuple britannique, il est trop content pour le lire pendant un certain moment, je suis moins sûr maintenant, que on peut très bien se passer de l'Europe. Nous sommes britanniques, c'est notre identité, on n'est pas des Européens. Peut-être les États-Unis auraient pu proposer un budget absolument irréaliste comme ça. Liz Truss a passé 2 mois à expliquer aux membres du Parti conservateur, c'est eux qui l'ont élu,
à ce poste qu'elle allait couper les impôts sans expliquer comment exactement elle finançait ça, tout ça. Si vous voulez, c'est l'apogée, c'est la conclusion logique de ce processus du Brexit. Et vous savez, bon, je vis en France depuis 44 ans, mais j'ai grandi en Grande-Bretagne dans mon accent. Et dans les années 70, la Grande-Bretagne, c'est pour ça que je suis parti, était l'homme malade de l'Europe. On allait au FMI pour quémander de l'argent. Et mon pays valse à longueur de temps entre un sentiment de supériorité, c'est ce qu'on voit depuis 10 ans, mais aussi d'infériorité. On a passé les 13 ans de mon enfance à frapper à la porte en disant, s'il vous plaît, laissez-nous entrer, est-ce qu'on peut pas venir avec vous? Donc, je pense que là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est un wake-up call, comme on dit en anglais, un réveil pour que les Britanniques prennent conscience que c'est un pays absolument extraordinaire. Moi, je passais 2 semaines sur BFM TV à dire ne plus combien de la Grande-Bretagne à cause du décès de la reine. Et puis maintenant, on tombe quelques semaines après dans le fiasco qu'on connaît. Et pour moi, c'est l'aboutissement de tous ces mensonges sur l'identité britannique, l'identité européenne. Donc, je me permets d'ouvrir avec ça et je vous rends la parole comme ça pour dire qu'effectivement, l'actualité de cette semaine illustre comme si c'était programmé notre débat sur les questions d'identité, parce que c'est l'aboutissement de tous ces mensonges. Je viens de remarquer, par exemple, si je peux me permettre, parce que je viens de tweeter il y a même pas une demi-heure, que Marine Le Pen vient de tweeter que pour féliciter Meloni, les patriotes arrivent au pouvoir en Italie. Je me suis permis de tweeter pour lui dire que les patriotes sont déjà au pouvoir depuis un petit moment déjà en Grande-Bretagne, et c'est la catastrophe. C'est ce qu'on voit cette semaine. Merci beaucoup ce témoignage, Alex, et puis aussi de nous redonner un peu d'espoir. Je vais faire transition avec ce que vous venez de dire en demandant à Sylvie peut-être de réagir. Nos amis britanniques ont voulu mettre en place donc un projet concurrent d'Erasmus qui n'a pas beaucoup bien marché. Ça a même été une décision symbolique très forte politique des Britanniques de quitter Erasmus et donc d'empêcher ces échanges de jeunes. Donc, est-ce que ces échanges de jeunes sont vraiment identitaires pour l'Union européenne, puisque les Anglais qui voulaient couper avec l'Union européenne ont voulu couper avec les échanges de jeunes? Merci de m'avoir invité à cette table ronde, et j'apprécie de pouvoir écouter Alex Taylor qui a toujours un mot particulièrement vif sur toute l'actualité. Pour répondre au monsieur tout à l'heure qui a posé une question, je suis membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Et pour rebondir sur votre question, Antoine, je dirais que oui, la question de la mobilité et de la jeunesse, de mon point de vue, est un des piliers constitutifs de l'identité de la construction européenne et de nos institutions. Et je sais que je parle à quelqu'un, effectivement, qui a été dans Erasmus et qui a beaucoup porté ce dispositif. J'en fais toujours partie et je défends effectivement beaucoup ce programme. Ce qui m'amène à dire que nous sommes dans une année assez particulière qui présente aussi la caractéristique d'être l'année européenne de la jeunesse. Alors, je dis ça, je ne vais pas faire de sondage devant vous, là maintenant, mais je ne suis pas certaine que grand monde sache que nous sommes dans 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Pourtant, c'est le cas, et c'est un peu dramatique, effectivement, qu'il y ait eu cette précipitation de la part de la Commission européenne de mettre en place cette année européenne sans vraiment la préparer, sans vraiment étayer le pourquoi elle voulait le faire. Alors on sent bien que c'est parce que le monde bouge beaucoup, parce que les événements de ces dernières années, effectivement, percutent beaucoup notre histoire, et que la question de la manière dont les jeunes gens se projettent dans l'avenir nous est posée à tous, que sans doute cette année européenne de la jeunesse a été mise en place. Sauf que personne ne le sait.
Et donc, c'est extrêmement décevant de voir que finalement tout un tas de programmes, tout un tas de projets auraient pu être mis en place, et ils ne peuvent pas l'être. Donc, je regrette cela. Alors, évidemment, tout n'est pas, évidemment, comme souvent ou toujours avec les questions européennes, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc, il y avait évidemment des choses qui se font, des programmes qui sont menés au jour, mais je pense qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu, de l'identité et de cette capacité effectivement de permettre aux jeunes gens, dans un monde où on ne sait pas demain quel sera l'impact du changement climatique, on ne sait pas quel sera l'impact de tout un tas de changements économiques et sociaux, comment on permet justement à toute une catégorie de la population de continuer de se projeter dans l'avenir. Et donc on a eu une idée pour essayer de donner un petit peu de perspective à tout ça, qui a été de créer une sorte de youth hub, alors c'est pas très très joli, hein, mais de hub de la jeunesse, qui en gros serait de voir de quelle manière on peut à l'avenir avoir dans chacune des politiques de l'Union, dans chacun des programmes de l'Union, une référence à qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse de mettre en route tel ou tel dispositif ou telle idée. Et donc un peu le mainstreaming aussi, c'est-à-dire la présence de la jeunesse dans chacune des politiques de l'Union. Et je pense que c'est une manière de prendre en compte la jeunesse dans nos sociétés et de la mettre en perspective sans se mettre à sa place, plus exactement. Donc en laissant en la laissant s'imprégner et mettre en route ses propres idées. Ce qui me fait, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps au démarrage, j'en viens à un deuxième point qui me tient beaucoup à cœur, mais qui évidemment est lié, puisque une des idées qui a été développée récemment, notamment par le service d'action extérieure, c'était de voir comment la jeunesse s'insère dans un programme de coopération et de développement dans le cadre des relations internationales. Et le lien que je le fais avec l'Ukraine. Vous avez évoqué tout à l'heure, Antoine, moi je pense qu'on ne peut pas passer quelconque table ronde sans évoquer cette question de l'Ukraine, de cette percussion dans notre histoire collective que représente l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et je veux dire que selon moi, je sais que cette idée évidemment est partagée, mais selon moi, il ne s'agit pas seulement, même si le seulement est avec des guillemets, d'une attaque militaire de la part de Vladimir Poutine. Il s'agit d'une attaque sur nos valeurs européennes, sur la démocratie européenne telle qu'elle s'incarne dans les différents États membres de l'Union. Et donc c'est une volonté, je pense, de déferlante d'un chaos démocratique pour nos sociétés. Donc il faut, je sais que les sanctions et la réaction quelquefois interrogent, que probablement d'ailleurs avec les mois qui arrivent, on s'interrogera encore plus sur les retombées de cette guerre sur nos sociétés. Mais si nous ne tenons pas bon en ce moment, si nous n'aidons pas les Ukrainiens effectivement à tenir le coup face à cette agression-là, je pense que l'Europe sera effectivement encore beaucoup plus menacée qu'elle ne l'est encore par l'intermédiaire de l'Ukraine et donc cette frontière avec l'Union européenne. Et le lien avec la culture, il existe aussi, je vais terminer par là, puisque plein d'actions, plein d'activités, plein de programmes ont été mis en place pour soutenir la question, les acteurs culturels, mais aussi les institutions culturelles en Ukraine, avec des soutiens contre la destruction des bibliothèques, avec des mesures de protection du patrimoine culturel ukrainien, en hébergeant des expositions, par exemple, qui ont été qualifiées d'expositions sans abri. Donc on les a mises à l'abri, et donc de ce soutien à l'égard des artistes, à l'égard de la culture ukrainienne, fait vraiment partie des principales actions qui sont aussi menées par l'Union européenne, par nos institutions, pour faire en sorte que justement il y ait bien ce lien et ce compagnonnage qui continue d'exister entre nous, entre l'Union européenne et ce grand pays qui peut-être un jour rentrera dans l'Union européenne. Voilà, merci beaucoup. Merci donc Sylvie de nous avoir rappelé que ce combat donc en Ukraine était aussi donc pour les valeurs et donc que ces valeurs étaient constitutives de notre culture
Et vous avez également évoqué le patrimoine avec donc l'aide donc qui est accordée donc à l'Ukraine pour espérer donc pouvoir le préserver dans les circonstances effrayantes que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez évoqué aussi le nombre d'expositions et étant dans un amphithéâtre ici qui rappelle un peu celui de la Sorbonne à Paris. Je voulais rappeler la semaine dernière donc la venue de l'ambassadeur d'Ukraine donc en Sorbonne, qui rappelait que pour la construction de l'avenir de son pays, l'éducation, mais aussi quand il regardait donc les peintures qui étaient au-dessus de la salle Liard, était absolument fondamentale et que le combat pour préserver la culture donc ukrainienne était aussi important que de préserver les vies humaines pour pouvoir préparer l'avenir. Parlant de patrimoine, forcément, je suppose que Catherine Morin-Desailly était tout oui, puisque donc une grande partie donc, de son rapport récent était consacré justement aussi à cet aspect très important donc, que nous partageons en Europe, qui est celui de ce patrimoine commun. Et au-delà donc, des valeurs, au-delà de la jeunesse, c'est une autre dimension donc, de notre identité que ce patrimoine qui est particulier en Europe. Donc Catherine, je suppose que vous avez été très intéressée par ce que disait Sylvie concernant la protection potentielle du patrimoine en Ukraine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans notre rapport avec Louis-Jean de Nicolaï, nous avons formulé des propositions de création de fonds de sauvegarde pour les catastrophes naturelles ou alors, bien entendu, les catastrophes liées à la guerre. Et nous pensions à l'Ukraine en formulant cette proposition, aux catastrophes naturelles, bien entendu, tremblements de terre, retrait du trait de côte lié au réchauffement climatique. C'est une proposition forte que nous avons formulée pour notre patrimoine. Mais j'étais très sensible, et je tenais à le dire, à ce qu'a dit Alex Taylor, évoquant le drame de nos voisins de la Grande-Bretagne, parce que je suis normande. Et vous allez comprendre, le Brexit, le départ donc de ce grand pays de l'Union, pour moi, était un vrai déchirement, tant notre histoire qui a généré ce patrimoine qui nous est précieux est importante et fondatrice de l'Europe. En 2027, on fêtera le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant a irrigué toute l'Europe, depuis bien sûr l'Angleterre, on pense au patrimoine, Westminster Abbey, la Tour de Londres, en passant bien sûr par la Normandie, mais jusqu'en Sicile, en Espagne, en Allemagne. Le droit normand aussi, qui est patrimoine immatériel, a irrigué l'Europe en son temps et aujourd'hui à la racine de notre droit. Donc on voit à quel point ce départ est contre nature en quelque sorte et ne peut être qu'un déchirement. Je ne parle même pas de l'influence des langues qui se sont croisées et ces héritages qui perdurent toujours. Alors pourquoi un rapport sur le patrimoine? Le patrimoine, d'abord, c'est le socle de la culture, c'est le vecteur de notre identité européenne. Ce n'est pas pour être nostalgique et tourner sur le passé, mais c'est pour considérer d'abord que c'est un héritage à transmettre, porteur de valeur, que le patrimoine soit matériel ou immatériel, mais c'est le vecteur de notre identité européenne. C'est un facteur d'attractivité, de rayonnement pour notre continent, et on le voit, ça se traduit tout simplement par une très forte fréquentation touristique. Je crois que notre continent au monde recèle des trésors en termes de bâtiments, mais dans nos musées, et on associera à ça, bien sûr, une conception assez large du patrimoine qui est de considérer que le patrimoine monumental s'inscrit dans un environnement paysager également à préserver. D'ailleurs, la crise de la Covid qui nous a finalement recentrés sur nos territoires, sur une forme de proximité, nous a permis de redécouvrir, de plus en plus voyager, ce patrimoine précieux, vernaculaire, également le patrimoine paysager, à quel point il avait besoin d'être sauvegardé du temps qui passe, mais aussi des défis climatiques. Donc c'est une véritable transition sociétale, observent les chercheurs, qui est en train de s'effectuer, avec aussi un coup de projecteur sur la ruralité, un retour vers la ruralité, une découverte des migrations des métropoles vers la ruralité. Et tout ça, c'est la crise sanitaire et le confinement qui nous a fait prendre conscience qu'il faudrait aussi travailler à un tourisme plus durable et plus qualitatif. Alors, vous dire que l'Europe du patrimoine existe bien, il suffit de se référer à ce que George Steiner dit quand il propose 5 critères pour définir leur identité européenne.
Il relève que le premier est celui des cafés. Il dit que les cafés font l'Europe. Nous apprécierons, cafés étant des lieux de convivialité. Le deuxième est le paysage humanisé. Pour lui, l'Europe a été et reste parcourue à pied. Et il ajoute également que la dignité de l'homme européen réside dans la création de beauté. Et cette création de beauté, on la retrouve parce qu'il existe bien une Europe des cathédrales, il existe bien une Europe des monastères, une Europe des pèlerinages, une Europe des universités, une Europe des théâtres et des opéras. Il existe bien sûr une Europe des places, des villages, des cafés, des bassins miniers, des ports de pêche. Bref, une singularité reconnaissable de tous et entre tous et qui fait cette diversité et auquel nous sommes attachés. Alors, pourquoi ce rapport? Nous l'avons fait parce que nous voulions valoriser tout ça et nous nous sommes rendus compte que finalement, la politique en faveur de la sauvegarde du patrimoine, souvent en péril, il faut quand même bien le dire, eh bien, n'était pas assez incisive, n'était pas assez lisible, n'était pas assez coordonnée. Et la présidence française de l'Union européenne était pour nous l'occasion, avec mon collègue Louis-Jean de Nicolaï, de faire dire à la France qu'il fallait aller être beaucoup plus audacieux et qu'il fallait relever le défi de la compétence patrimoine. Il fallait l'assumer. Elle n'est pas clairement assumée au prétexte que cette politique relève des États membres, mais nous ne voulons pas nier le principe de subsidiarité, hein, il doit être au cœur de nos politiques publiques, mais nous pensons qu'il est important que l'Europe n'agisse plus seulement en compétence d'appui, mais revendique le domaine de la conservation, de la sauvegarde du patrimoine en appui des différents pays et des différentes collectivités territoriales. Rien ne l'empêche. Souvent, on brandit les textes européens, mais le traité de Maastricht et le traité du fonctionnement de l'Union européenne, je vous y renvoie, il y a ce fameux article 167, évoque bien la sauvegarde de la culture et du patrimoine. Donc, on peut s'appuyer sur ces textes fondateurs pour revendiquer cette compétence. Et je ne vois pas pourquoi on mettrait beaucoup d'argent dans le développement des routes, dans des infrastructures économiques et qu'on ne considérait pas que le patrimoine, eh bien, c'est de l'économie aussi. Et c'est des atouts formidables que l'on ne peut pas laisser de côté. Donc, pour ce faire, nous avons fait des propositions, bien sûr. C'est relever le défi de la lisibilité et de la coordination, je vous l'ai dit, car la politique patrimoniale s'est constituée de manière successive. Ce sont des touches successives et pointillistes. Et une nouvelle stratégie permettrait sans doute de mieux s'emparer du sujet. D'abord, il faudrait affirmer le rôle des collectivités territoriales. Vous savez qu'elles bénéficient des fonds européens. Reconnaître davantage le rôle des associations et de fédérer leur réseau, fédérer l'ensemble du réseau en réalité. Les associations, d'ailleurs, nous le disent. Je pense qu'il faudrait fédérer aussi les élus, car ils sont très nombreux à être motivés à travailler sur ce sujet et créer un véritable réseau européen des sites et territoires de caractère. Vous savez, on a en France la fameuse association Sites et Cités de remarquables et petites cités de caractère. Eh bien, on pourrait créer un réseau européen. Ces associations, d'ailleurs, sont très moteurs et très partantes pour élargir leur champ d'action dans l'ensemble des États membres. Il faudrait aussi qu'on coordonne la liste du label du patrimoine européen, car vous savez, vous avez différentes labellisations, la labellisation de l'UNESCO, la labellisation du Conseil de l'Europe, qui labellise essentiellement des chemins. Eh bien, il faudrait qu'on ait une liste du patrimoine européen coordonnée, articulée avec les différents labels existants pour une meilleure, encore une fois, lisibilité. Enfin, je pense qu'il faudrait relever le défi du financement, car nous avons beaucoup de fonds, hein. Il y a les fonds FEDER, il y a Interreg, le FSE, bref, il y a des portes d'entrée pour le patrimoine, mais le mot patrimoine n'est jamais affiché. Certes, il est toujours à travailler dans le cadre d'une dimension transversale, économique, développement durable, développement paysager, mais le mot n'apparaît jamais, ce qui est assez significatif tout de même. Je note un élément de satisfaction, c'est que le programme Europe créative est doté d'un budget en très forte progression pour la période qui commence 2021-2027, soit 63% de plus que le programme précédent. Ça, c'est une très bonne chose et nous avons eu l'occasion de dire à Maria Gabriel que une part pour le patrimoine, du coup, devrait être davantage consacrée. Pardonnez-moi du petit incident technique.
Nous proposons dans le rapport, mais je ne vais vous épargner cette liste, des modes de financement complémentaires parce que les besoins sont bien sûr immenses. Pourquoi pas un loto européen du patrimoine? Nous en avons parlé avec Stéphane Bern. Ce serait une bonne idée qui s'appuierait sur une fondation européenne du patrimoine. Je pense également qu'il faudrait profiter du programme, le nouveau Baos européen. Vous savez, c'est ce nouveau programme qui invite à la création et apporte une dimension culturelle, pardonnez-moi, au pacte vert pour l'Europe dans une dimension inclusive. C'est un programme porté par Ursula von der Leyen. Nous pourrions y intégrer le patrimoine et l'architecture et inviter les collectivités à souscrire à ces plans dans ce cadre-là pour profiter justement, pour restaurer, valoriser le patrimoine qui leur est cher. Je pense, et je rejoins ce qu'a dit notre collègue députée européenne, il faut mieux communiquer aussi sur le patrimoine au niveau européen, création de plateformes numériques, développement d'applications mobiles, création aussi de contenu sur support multilingue. On voit que tout ça manque aussi. Inscrire au cahier des charges de nos entreprises publiques de l'audiovisuel, je pense aussi à Arte en particulier, bien entendu, cette dimension de promotion du patrimoine me semble indispensable. Nous avons évoqué aussi dans notre rapport l'idée que les billets de banque soient vraiment personnalisés. Alors, ça peut être bien sûr les grands personnages, ça peut être des artistes, mais ça peut être également des hauts lieux du patrimoine européen, d'ailleurs labellisés ou emblématiques de l'histoire européenne. J'ai parlé de la création des fonds de sauvegarde. Je voudrais conclure pour faire le lien avec ma collègue députée européenne que je salue, avec l'année européenne de la jeunesse, car elle a raison. La jeunesse, cet aspect-là n'est pas du tout rendu lisible. Et nous proposions justement de connecter l'année de la jeunesse à cette problématique du patrimoine et dire que cette année de la jeunesse pourrait être utilisée au service de la connaissance et de la transmission du patrimoine avec un volet dédié, par exemple un circuit des chantiers de jeunes bénévoles européens du patrimoine, avec pourquoi pas la création d'une académie européenne du patrimoine qui permettrait à nos jeunes aussi de mieux connaître les métiers et les savoirs du patrimoine européen. On pourrait associer les écoles d'architecture, les associations, créer un Erasmus du patrimoine pourrait être également une bonne idée. En tout cas, la jeunesse, c'est celle qui va transmettre, hein. C'est celle qui va entretenir. Entretenir, ça veut dire tenir entre deux générations, entre la plus ancienne, entre nos jeunes. Je crois qu'on ne peut pas dissocier patrimoine de la jeunesse. Donc, je conclurai là-dessus, rejoignant encore une fois les propos qui ont été tenus par ma collègue qui a bien raison de revendiquer une place pour la jeunesse. Merci beaucoup Catherine. Vous avez fait un tour donc à partir du patrimoine, donc de l'ensemble donc des programmes donc culturels. Je pense que c'était aussi important que tout le monde se rappelle qu'on a une diversité donc de programmes. Et puis vous avez fait preuve d'optimisme. Tout à l'heure, Sylvie nous disait oui, l'année de la jeunesse, peut-être c'était pas le bon moment, ça a été peut-être mal présenté. C'est un peu dommage parce que c'est tellement important. Et là, vous nous avez donné un facteur d'optimisme avec cet aspect du patrimoine. Alors. Maintenant, je vous en remercie beaucoup. Puis, je vais donner la parole maintenant à Muriel, parce que j'ai vu qu'elle était sur le côté. Et c'est vrai que c'était un peu impressionnant quand on se dit qu'on a une des plus grandes metteurs en scène et directrices qui est sur le côté, qu'on est sur des sièges qui peuvent nous laisser penser que nous sommes chez Goldoni ou chez Racine. Mais je voulais, grâce à son intervention à venir, pouvoir maintenant, après avoir parlé des programmes, avoir parlé donc des objectifs, peut-être rentrer dans le concret de la vie tous les jours, de ce que peut être l'art culturel et comment, donc, à partir donc, tout simplement d'un spectacle, d'une vie d'artiste, on peut construire cette identité. Et je voudrais commencer peut-être par une petite question très simple. On voit avec le cinéma que quand on a donc, des prix, donc depuis 20 ans, grâce au travail notamment de Wim Wenders, nous avons donc des prix européens du cinéma, mais c'est beaucoup moins connu que nos Goya, nos Donatello ou nos Césars. On a des Molières aussi donc, pour les meilleurs spectacles et on ne connaît pas forcément donc, les prix pour les meilleurs spectacles européens. Donc est-ce que c'est si difficile donc, dans un métier qui pourtant, depuis des siècles,
totalement internationalisé, d'avoir cette possibilité de construire une culture à partir des différents arts, et en particulier, puisque vous le connaissez mieux que les autres, le théâtre. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est impressionnant pour moi d'être à côté de vous, d'autant que je ne peux endosser que la parole de l'artiste dans la question. Et pour un artiste, quelle que soit sa discipline, l'idée d'une culture européenne, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'un artiste, il s'adresse au monde. Alors, la différence entre le monde et l'Europe, et je suis une fervente défendeur de l'idée européenne, hein, donc convaincue. Mais pour un artiste, ce qui est important, c'est la confrontation avec l'humanité. Et tout à l'heure, vous parliez, Sylvie, de nos valeurs démocratiques. Mais un artiste, il est forcément influencé par tout ce qui se passe. Et donc l'intérêt d'une culture européenne, c'est justement, elle passe fondamentalement par la diversité de ces artistes. Et l'erreur serait de les mettre dans un paquet qui s'appellerait la culture de l'Europe. En tout cas, pour l'artiste que je suis, ça ne veut rien dire. Moi, je fais du théâtre, pardon, je ne vous regarde pas beaucoup, et ça paraît plus difficile parce que je manipule du langage. Et qu'on se dit, d'un pays à l'autre, ça paraît plus compliqué de voyager le langage, en tout cas plus que la musique ou que la danse. Mais ça n'est pas juste. Parce que c'est toujours extrêmement intéressant de regarder un spectacle en allemand. Bien sûr qu'on ne comprend pas toujours tout si on ne parle pas l'allemand, mais on comprend beaucoup de choses. De la même façon que quand on va dans un musée, on ne comprend pas tout. Et on comprend beaucoup de choses. Ça s'appelle l'émotion. Et ce qu'on peut échanger ensemble à travers ces différences, c'est ça notre richesse d'une culture européenne. Alors je voudrais donner 3 exemples de voyages. J'ai dirigé la Comédie Française et j'avais emmené le Malade imaginaire, je crois que c'était en 2011, en Chine. C'était la première fois que la Comédie Française allait en Chine. Les rapports étaient très tendus avec la France et j'ai mis à peu près 2 ans avant d'organiser ce rendez-vous. Et en fait, le directeur du théâtre à Pékin qui nous a reçus, il a cédé parce qu'à une soirée, on a parlé de traduction. Il me disait « Et comment ça se fait que vous vous appelez la Comédie Française? Est-ce que vous ne faites que de la comédie ?» Parce qu'en chinois, alors je ne saurais pas vous le redire, ça c'est mon inculture et j'en suis désolée, on dit à peu près le même mot pour dire « mais ça ne se prononce pas pareil ». Donc en fait, il y avait des mots différents entre tragédie et comédie. Et on a commencé à parler de la traduction et c'est ça qui nous a rapprochés. Et quand on est arrivé et qu'on a joué le Malade imaginaire en France, ce qui faisait beaucoup rire, c'était toute la dimension scatologique le poumon, les selles. Ça, les gens hurlaient de rire. On l'avait joué, on avait fait un tabac en France, donc on était habitués au rire. Et on est arrivé en Chine, il y avait une traduction et on a fait des progrès considérables aussi sur la traduction en direct. Les gens ne riaient pas du tout sur la scatologie, c'était un peu gênant. Et donc ça nous déstabilisait complètement, mais en revanche, il riait beaucoup sur le rapport père-fille, qui pour nous n'était plus tellement d'actualité, puisque la fille, elle n'est pas sous la domination, en général dans notre société française, sous la domination du père comme elle l'est en Chine. Et c'était extraordinaire de comprendre nos différences à travers une comédie, c'est-à-dire à travers l'émotion. Je vous raconte ça parce que pour moi, c'est ça qui peut guider les solutions, qui puissent nous permettre éventuellement de renforcer notre rapport à la culture européenne. Si je suis trop longue, dites-moi parce que j'ai pas du tout le sens du... Je voudrais donner un deuxième exemple. Quand je dirigeais cette Comédie Française, on avait traversé 22 pays de l'Europe quand la France dirigeait l'Europe avec, c'est pareil, un spectacle, une pièce italienne qui s'appelait La Festa de Spiro Scimone, mis en scène par un Bulgare, et Les Précieuses Ridicules, mis en scène par un Anglais, parce qu'à l'époque, on était encore avec nos camarades. Et c'était génial parce que dans 22 pays d'Europe, personne n'avait les mêmes réactions. Il y avait de l'humour qui les faisait rire à un endroit, qui les faisait pas rire du tout, trouvaient ça nul. Et ça nous faisait des conversations après qui étaient extrêmement riches. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? C'est que, aussi par l'expérience où j'ai dirigé pendant un temps la Villa Médicis, où à Rome, tu as des tas de villas qui protègent les artistes. La Villa Médicis, c'était le modèle par excellence. C'était la France vraiment magistrale qui
osait protéger ses artistes. Nous, on a cette chance d'avoir l'intermittence, même si je ne vais pas le faire maintenant, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'intermittence, qu'on remet en question régulièrement. Et tous les gens me disaient, mais c'est pas normal quand même, ces artistes, ils doivent avoir une obligation de résultat. Mais non, bien sûr que non, parce que tu ne tapes pas sur la tête d'un artiste en lui disant, tu vas créer. Il faut consentir, il faut les aimer. Et pour ça, que ce soit en France ou en Europe, les 2 ans de pandémie nous ont fait constater que l'érosion lente de pays qui ne se construisent plus, qui ne font plus confiance dans leur culture, forcément, au bout d'un moment, perdent l'aura à l'extérieur. Eh bien, à Rome, quand je suis partie, c'était la villa américaine qui était la plus intéressante. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout le monde s'y retrouvait à cause du langage, et aussi parce que les budgets n'étaient pas les mêmes et qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux défendre. C'est pour ça qu'après, moi, je pourrais dire, mais ça n'est pas le cadre, beaucoup de choses sur l'intermittence. Et donc, je suggérerais d'abord de faire des choix et d'avoir des diffuseurs en Europe qui nous permettent de prendre de façon arbitraire, un choix il est arbitraire, mais au moins il croit à quelque chose, de pouvoir voyager quelques grands spectacles de danse, de musique ou de théâtre de l'Europe et d'aller refrimer un peu à l'extérieur parce que nous avons perdu en France et en Europe une grande force créative à l'extérieur. Le constater, ça n'est pas s'en alarmer, c'est réagir. Merci beaucoup Muriel. Je pense que la forme même de votre intervention nous a remontré que face à cette Europe que l'on décrit parfois comme trop froide, comme trop rationnelle, comme trop organisée, la passion et l'émotion sont aussi un de ces vecteurs essentiels. Et je pense que c'est aussi comme ça que le reste du monde nous comprend. Donc merci beaucoup pour cette émotion essentielle dans la culture. Alors, maintenant, vous avez ouvert sur plusieurs perspectives, ce qu'elles on peut peut-être donc essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous nous avez dit, oui, mais la culture, elle peut être à la fois universelle et européenne. C'est un peu d'ailleurs donc une de ces problématiques un peu délicates. Comment trouver cette identité à partir du moment où elle est universelle? Alors, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le sujet, mais je voudrais, puisque vous avez aussi fait référence à un metteur en scène anglais, je vais peut-être redonner la parole d'ailleurs à Alex, puisque quand nous avons fait les travaux donc, du COS, et tout à l'heure Catherine a dit, oui, les billets de banque, c'est très important. Et là, on est dans l'ordre du symbolique. Après l'hymne, après les passeports, nous avons probablement les billets de banque. Je vais redonner la parole à Alex parce que je voulais lui signaler qu'au COS, quand on a fait tourner en disant qui pourrait être donc, sur les billets de banque, le groupe de travail qui était le nôtre a dit peut-être que d'abord on devrait avoir plus de femmes. Et la deuxième chose qu'on a dit, il y a un artiste qui pourrait s'imposer parce qu'il a été universel, mais il a été beaucoup en Allemagne, et c'est David Bowie. Est-ce que, donc, Alex, vous trouverez ça totalement inepte d'avoir sur nos billets donc, en euros la figure de David Bowie? Bien sûr que non, parce que sa culture même a été fondée en Europe. Il a vécu longtemps à Berlin. Vous savez, moi, je suis content que vous ayez parlé des billets de banque, parce que moi, j'étais scandalisé quand on a appris, en fait, que je crois que c'est Helmut Kohl qui a décidé en 5 minutes à la fin d'une réunion, on va mettre sur les billets de banque des ponts, justement, que personne ne pourrait repérer, des voûtes anonymes qui sont d'ailleurs inspirées, je crois, par des ponts indiens. C'était le moment à jamais de créer une véritable identité européenne et de mettre des choses comme ils ont fait sur les pièces, mais sur les billets, ça aurait été beaucoup plus parlant. Ça renoue avec parce que je vous écoute tous. Moi, je suis pas du tout dans le monde culturel, je suis plutôt journaliste, mais je suis un véritable Européen et je suis venu. Pourquoi je suis venu à l'Europe? C'est pour une histoire culturelle. J'aimerais bien vous raconter, parce que c'est tout à fait dans le cadre de ce que nous débattons. Je me souviens, moi, quand j'avais, je crois que j'avais 10 ans, c'était en 1967, j'étais en Cornouailles, en Grande-Bretagne. Et je me rappelle pour la toute première fois que j'ai regardé le concours Eurovision de la chanson. Nous n'avions que 2 chaînes en noir et blanc en Cornouailles. Et tout d'un coup, c'était le seul moment
où il y avait cette espèce de panorama. On ouvrait des fenêtres et on ouvrait des fenêtres aussi dans ma tête parce que j'ai vu qu'il y avait des gens ailleurs qui parlaient des langues différentes, qui chantaient dans des langues différentes. Et encore, en plus, le Royaume-Uni a gagné une des rares fois en 1967, donc j'étais excité tout comme tout. Et même aujourd'hui, quand je regarde ce concours, c'est pas du tout pour la qualité de la chanson, parce que les valeurs de production ont sont nettement meilleures depuis, mais ça m'a donné un véritable frisson. C'est ça qui m'a donné envie d'apprendre des langues étrangères. Si j'ai vécu ma vie en France, si j'ai bénéficié de cette libre circulation dont on parle surtout avec Erasmus. Moi, j'étais pas Erasmus parce que je suis trop vieux, mais je suis venu en France. C'est parce que cet événement culturel m'a ouvert des fenêtres. Les langues, en fait, c'est une histoire d'ouvrir les portes et les fenêtres aux gens. Moi, j'enseigne à la Sorbonne et je me rappelle l'année dernière avoir vu 2 étudiants britanniques en larmes parce qu'ils n'avaient plus le droit de faire Erasmus. Ils n'avaient plus le droit de venir étudier en France comme moi j'ai eu le droit de faire, tout simplement parce qu'on était dans le marché commun à l'époque. Mais ma vie a été infiniment plus riche parce que j'avais le droit de venir ici à cause du Brexit. Vous savez que d'abord les jeunes n'avaient pas le droit de vote, comme nous d'ailleurs les Britanniques vivant en Europe. On ne le sait pas en France, mais j'étais citoyen. Je suis maintenant français depuis, mais j'étais citoyen britannique. J'avais même pas le droit de vote dans un référendum qui m'a enlevé mes droits. Les jeunes 16-18 ans n'avaient pas le droit de vote non plus. Les jeunes 18 ans 25 ont voté 80% pour rester dans l'Union européenne. Ce Brexit, avec ses mensonges, leur a enlevé cette possibilité de voyager, de vivre dans une autre culture, dans une autre langue. Je crois que c'est pas des manifestations comme ça. Je vous parle de leur vision parce que c'est un véritable happening européen. Je le regarde aujourd'hui encore. J'ai 65 ans, mais j'ai toujours ce frisson quand j'entends la phrase bonsoir Genève, puis-je avoir vos votes s'il vous plaît. Vous savez, j'ai fait 35 ans d'Europe à la télé, à la radio, mais le moment où j'ai eu le plus contact de ma vie, c'est en 2004, lorsqu'on m'a demandé de donner les points pour la France. Alors j'étais fier comme tout, parce qu'il y avait la tour Eiffel derrière, et c'est moi qui disais Allemagne, 1 point, Italie, 2 points, etc. Il faut pas avoir peur. Il faut pas que la culture, c'est ça que je voulais dire aussi en tant que journaliste, pas trop dans le milieu culturel, artistique. Je crois qu'on a un peu, j'avais vu ça parce que j'ai travaillé aussi sur Arte, une sorte de snobisme aussi parfois. Je crois qu'il faut se dire que tout est bon pour faire en sorte que les Européens, si c'est un concours de chansons avec de mauvaises chansons, tant pis si c'est un petit moment où tous les Européens sont ensemble dans la joie et la bonne humeur en se sentant véritablement européens. Je finis par là, mais j'ai regardé il y a 3 ans, je fais toujours les soirées Eurovision, mais il y avait une Américaine qui était chez moi, qui avait jamais vu ça. Elle regarde toutes les chansons, et je lui avais un peu raconté l'Eurovision. À la fin des chansons, elle se lève, elle dit, that was very nice, thank you. Et je lui dis, ah non, Isabelle, it's not finished. Now we have the voting procedure. Et ça a duré pendant 1h30. Elle était complètement, mais elle a dit, à la fin, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est formidable, tous ces pays. Je crois d'ailleurs que les Américains ont fait, ça fait un flop total, leur propre version de l'Eurovision. Tout ce que je veux dire par là, c'est que la culture, il faut aller chez les gens. Par exemple, dernier exemple, j'ai fait un rapport sur l'enseignement des langues en France pour Monsieur Blanquer quand il était au ministère. Et je me rappellerai toujours, je suis allé pour observer comment on enseigne des langues en France, parce que j'étais enseignant dans les années 80, mais là, j'ai retrouvé un peu le chemin des lycées, des collèges, et je me souviendrai toujours d'un cours d'anglais où il s'agissait d'enseigner les sonnets de Shakespeare. J'adore Shakespeare, je peux vous en faire par cœur si vous voulez, j'adore Shakespeare. Mais en même temps, à la sortie de ce cours, je me rappellerai toujours, il y avait l'une des lycéennes qui tout d'un coup sort son portable et elle me dit, en douce, pour que son prof ne l'entende pas, vous savez, maintenant, je vais regarder Netflix et c'est là que je vais apprendre de l'anglais. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur d'ouvrir la culture, d'aller chercher les gens avec des choses qui leur font plaisir, parce que c'est uniquement par ce biais-là que nous allons créer, comme sur les billets de banque, un véritable sentiment d'appartenance à l'identité
européenne. Merci beaucoup, Alex. Dans le prolongement de ce qu'avait dit Muriel, vous avez mis aussi beaucoup d'émotions et vous nous avez dit c'est aussi ce qui fait plaisir. Et par ailleurs, de même manière que tout à l'heure Muriel nous disait que elle avait vécu en Chine, vous avez rappelé aussi donc ce que les Américains pouvaient vivre. Et c'est vrai que notre identité aussi culturelle, c'est aussi comment les autres nous voient. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qu'il nous faut toujours assumer, c'est ce regard des Chinois ou des Américains. Alors, Sylvie, au-delà de l'anecdote sur David Bowie, sur les billets de banque, notre groupe de travail avait trouvé aussi une autre figure potentielle et c'était Maria Callas. Maître Maria Callas. Et il y a eu un des membres du groupe qui a dit « Ah ouais, ça passera mieux au Parlement européen d'avoir Maria Callas que d'avoir David Bowie ». Alors, je pense que l'anecdote, elle était plutôt de dire, oui, il y a toujours cette difficulté peut-être du Parlement européen par rapport au Conseil de l'Europe de s'approprier les sujets culturels. Catherine nous a rappelé tout à l'heure que Europe créative, c'était plus de 67%, mais quand même, c'est plus de 67% sur un budget qui est quand même très réduit. Donc, est-ce qu'on a peur de la culture au Parlement européen ? Non, je ne crois pas qu'on ait peur de la culture, mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait éventuellement cette idée qu'il puisse y avoir le clan des optimistes et le clan des pessimistes ou des alarmistes. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le clan des alarmistes ou des pessimistes. Au contraire, je suis comme Muriel, je suis profondément européenne, sinon déjà, je ne serais pas députée européenne si je ne l'étais pas, contrairement à d'autres. Mais je suis optimiste pour la suite, parce que je pense que, notamment, avec ces dernières années, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais avec la sortie d'un pays de l'Union européenne qui a, d'une certaine manière aussi, permis de solidifier les liens avec ceux qui négociaient cette sortie. D'ailleurs, on a pu penser que ça allait être le début de l'Italexit, de tous les exits possibles et imaginables. C'est quand même ça qui nous a, à un moment donné, été lancé à la figure. Bien non, il y a eu une solidité très forte de l'Union européenne et des États membres dans cette phase-là. Quand on passe par une période de pandémie, vous y avez fait allusion à Muriel, qui a quand même beaucoup bouleversé tous nos schémas, qui a permis d'ailleurs de lancer des opérations ou de mettre en place des choses qu'on n'imaginait pas en termes de dette commune, en termes de lancement de plans de relance en commun. Donc tout cela, on l'a vécu, on l'a traversé. On vit maintenant, je n'y reviens pas, une guerre aux frontières de l'Union européenne. Donc moi, je ne peux pas être pessimiste sur la capacité de prendre en charge collectivement et de se projeter dans l'avenir. Mais j'ai quand même ce sentiment d'alarme que l'Union européenne, oui, elle est attaquée sur ses valeurs, qu'il y a beaucoup de nationalisme et de populisme qui voient le jour et qui s'installent dans l'Union européenne. On a parlé d'Italie quand même tout à l'heure, ce qui se passe est extrêmement inquiétant. Et il y a beaucoup de désinformation aussi qui vient dans tout cela. Donc voilà, il y a le clan de l'optimiste et du pessimiste. Je voulais juste en redire un mot parce que voilà, il faut qu'on sache s'appuyer sur les deux et qu'on soit dans cette démarche, cette dynamique démocratique aussi. Sur la question des choix, vous avez raison. Le budget consacré à la culture est certes en augmentation dans plusieurs des programmes, mais il reste extrêmement faible en base. Et il est extrêmement faible en base parce que le budget lui-même, européen, est extrêmement faible tout court. On a voté la semaine dernière les amendements budgétaires, on était en plénière à Strasbourg, c'est un exercice qui est quand même un peu particulier, et on a voté un budget qui est à hauteur de 187 milliards pour l'année qui vient. Alors évidemment, balancé comme ça apparaît énorme, mais c'est tellement faible par rapport, si vous ramenez ça au nombre par tête d'Européens, vraiment on est dans un budget extrêmement faible. Et je trouve dommage que les choix qui nous sont imposés en la matière le soient par l'intermédiaire de ce budget très faible, qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait, si ce n'est faire exploser, mais en tout cas augmenter en ayant des systèmes de ressources propres, de taxes qui permettent d'alimenter et de donner plus de marge justement à des secteurs sur lesquels on est obligé de faire un certain nombre de choix. J'avais juste un... Non, c'est bon. Je voulais juste ajouter une petite chose en prenant appui sur votre question tout à l'heure, Antoine, mais en me décalant un peu. On a parlé des billets de banque. Je crois qu'il faut qu'on se dise un mot des médias.
et qu'on se dise un mot des manuels. Je sais que c'est aussi quelque chose qui vous importe beaucoup. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment ce travail sur l'histoire, le patrimoine, la culture, au travers des manuels européens. Et on est encore dans des phases trop faibles de mise en perspective, que les médias, c'est un secteur en soi qu'il faut pouvoir développer. Je regrette que les chaînes européennes soient si faibles. Je regrette que le soutien à ce secteur soit encore si faible. Et la question du multilinguisme ne doit pas nous arrêter d'avoir réellement des médias vraiment européens. Et je pense enfin que nous devons avoir un processus de vulgarisation, j'utilise le terme à dessein, qui soit mieux pris en charge, y compris par le mouvement européen, par les associations européennes. Je m'explique. Souvent, quand on parle des questions européennes, il y a un réflexe de dire « Ah oui, mais c'est extrêmement compliqué ». Et prendre les choses en disant « c'est extrêmement compliqué », ça présuppose qu'il faut les simplifier à outrance. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se situe dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Oui, c'est compliqué, les questions européennes, mais il faut assumer cette complexité-là. Et oui, on peut le simplifier, mais ça veut dire que simplifier, ça veut pas dire qu'on rend les choses complètement bêtes et inapplicables. Donc, il faut qu'on ait ce vrai échange, cette vraie dialectique entre la complexité et la simplification. Et ça, c'est au cœur de la démarche européenne et au cœur de la démarche de la culture et de l'éducation en Europe. Merci Sylvie, donc, y compris effectivement ça ne peut que nous toucher au mouvement européen d'essayer d'accompagner le Parlement pour avoir toujours un budget donc plus conséquent. En tout cas, vous savez que nous ne manquerons jamais donc de vous soutenir donc sur ce point, y compris sur les ressources propres. Vous avez lancé sur cette idée de manuel et je voudrais avoir un peu l'avis de Catherine un peu là-dessus. Nous sommes ici donc avec nos amis italiens et tout à l'heure j'étais donc devant c'est pour des Anglais. Je repensais au film de Sorrentino, la Grande Bellezza, avec donc ce passage donc dans les palais donc romains et beaucoup d'émotions. Donc, mais c'était aussi une introduction à ce que doit être l'histoire patrimoniale. Donc Sylvie a lancé donc sur le sujet, nous l'avions. Catherine, pensez-vous que dans les outils que donc vous souhaitez voir développer, cette nécessité d'apprendre un peu le patrimoine et ses diversités donc européennes, bah, ça doit être un des fondements maintenant de notre éducation ou pas? Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Je pense qu'il y a deux piliers à la transmission. Il y a l'école, l'éducation, et il y a les médias. Je vais revenir sur les médias tout à l'heure pour compléter ce qu'a dit ma collègue députée. L'école, évidemment, dans l'ensemble des programmes, il faut aussi, pour faire durer l'Europe, renforcer le sentiment d'appropriation de ce qu'est l'espace européen, son histoire, sa culture, sa particularité et ses valeurs. Et ça passe par l'éducation de manière transversale dans l'ensemble des programmes. Il doit y avoir cet apprentissage. D'abord, connaître ce qui avait été l'histoire de la pensée européenne, les grands philosophes, les grands scientifiques, les grands artistes. C'est vrai, Muriel Mayette, que je salue d'ailleurs, a raison de dire que l'artiste parle au monde, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des courants aussi de pensée, des courants artistiques qui sont nés de l'Europe, du terreau européen. Je pense au siècle des Lumières, je pense au mouvement impressionniste. Bref, il y a des grands mouvements qui sont nés en Europe parce que le terreau était là, parce qu'il y avait des systèmes aussi de mécénat, de reconnaissance à un moment donné. Et d'ailleurs, sur nos billets de banque, on pourrait très bien retrouver les grands écrivains ou philosophes, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Molière, Dante. Ils représentent des territoires différents européens. Donc, on aurait tout lieu de mieux les faire connaître, et ça passe bien sûr par l'école, au-delà, pour moi, de l'apprentissage obligatoire de 2 langues européennes, au-delà de sa propre langue. Bien entendu, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. C'est pour ça que j'ai parlé aussi des plateformes numériques, des applications spécifiques qui mettraient en avant l'histoire et la culture et le patrimoine européen. Je pense qu'il faut développer, bien entendu, ces outils. Alors, il y a aussi les médias. C'est très important. Vous savez que les médias publics, elles fonctionnent au sein d'une association qui s'appelle l'ERGA,
D'ailleurs, l'ERGA a tenu une réunion dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne pour réaffirmer ce qu'était le rôle spécifique, les valeurs portées par les audiovisuels publics européens à l'heure de la théorie du complot, de la manipulation de l'information, notamment les ingérences aussi des puissances étrangères sur les réseaux sociaux. Bref, les médias se sont attachés pour dire qu'ils passaient beaucoup de temps à corriger des contre-vérités. Et d'ailleurs, nos médias publics nationaux français comme France Média Monde, comme Arte, disent qu'ils ont des programmes spécifiques de ce qu'ils appellent, pardonnez-moi l'anglicisme, fact-checking. Donc, il y a une espèce de synergie à trouver beaucoup plus importante aujourd'hui de tous nos audiovisuels publics européens pour créer cet esprit européen, pour surtout être une offre crédible, une offre professionnelle face à la désinformation du monde. Vous savez que l'Internet, c'est devenu, comment dirais-je, un terrain d'affrontement mondial. C'est la domination du monde, l'enjeu est cela, la domination du monde à la fois par l'économie et la connaissance et l'information ou son corollaire qui est la désinformation. Et que les réseaux sociaux, évidemment, prolifèrent de tout cela. Et que les puissances, certaines puissances étrangères ont des objectifs très ciblés de rentrer sur ces plateformes pour créer de la désinformation et l'affaiblissement de l'Europe. Je sais que je pars peut-être un petit peu loin du patrimoine du sujet initial, mais vous savez bien que c'est la révélation de la manipulation des scrutins par les Russes, des élections américaines, du Brexit chez Alex Taylor. J'ai travaillé beaucoup avec mon homologue Damien Collins, président de la commission digitale culture de la Chambre des communes, et nous avons établi ensemble le fait que les réseaux sociaux, dont Facebook, étaient manipulés et que nos scrutins électoraux avaient été manipulés ou étaient en passe de l'être. Donc l'enjeu, il est politique et géopolitique. L'enjeu, c'est la survie de notre culture, de nos modèles de société, de nos modèles de démocratie. On en veut beaucoup à l'Europe, il faut le savoir, et que je pense que l'heure peut-être, l'heure est sérieuse, on est à la croisée des chemins et que nous devons relever tous ces défis, qui est aussi, à travers nos médias, de l'appropriation plus grande, dans le cadre d'une politique plus offensive, de maîtrise de l'écosystème numérique. C'est la culture qui est en jeu, encore une fois, donc ça va de l'école jusqu'aux médias, jusqu'à la maîtrise de l'écosystème de l'Internet. En tout cas, à un meilleur équilibre dans les rapports de force avec ces fameuses GAFAM par rapport à ces enjeux que sont la connaissance et la maîtrise de la connaissance. Voilà ce qu'est mon credo pour lequel je travaille beaucoup également au Parlement. Merci Catherine, vous avez évoqué la Chambre des communes et c'est vrai qu'avant-hier quand on préparait donc cette table ronde avec Alex, on se disait qu'il y avait un petit côté tragicomédie quand même dans ce qui se passe, une sorte de théâtre donc et parfois avec des souffleurs si on a bien compris ce qui s'est passé ces derniers temps. Et Muriel, peut-être donc vous qui avez été à la tête donc de la Comédie Française, si je me rappelle bien. La Comédie Française, ça a aussi été une réplique à une volonté justement de n'être plus envahi par un théâtre donc italien, créer donc peut-être une spécificité nationale. Comment, si on veut faire des manuels donc d'histoire commune, comment on peut échapper par exemple à ce que nos amis hongrois font aujourd'hui quand M. Orban dit que Bartók ou Kodály sont d'abord donc hongrois avant d'être européens. Est-ce que l'on peut, quand on a justement dirigé une institution comme la Comédie Française, comment peut-on un peu plus européaniser pour que justement ensuite, dans les manuels, on parle plutôt d'œuvres européennes et qu'on puisse les enseigner non plus comme des œuvres françaises ou hongroises, mais comme des vraies œuvres européennes dans les manuels pour lesquels nous avons tous envie qu'ils puissent donc connaître peut-être une nouvelle vie et un choix institutionnel. Ce qui restera après nous, ce sont les créations. C'est la seule chose qui restera. Il y aura la nature, bien sûr, ce qui restera de la nature, mais il y aura les livres, les auteurs, l'architecture, le patrimoine. C'est ça qui restera. Ce serait extraordinaire de se disputer encore, de savoir si Picasso, il est un peu plus français ou un peu plus espagnol.
Mais pour ce faire, pour avoir, c'est-à-dire des artistes forts, parce qu'on parle de ça, il faut, me semble-t-il, et vous avez commencé par ça, Sylvie, et vous avez tellement raison, commencer à l'école. Nos ministères de la culture sont d'une fragilité considérable depuis des années. La plupart des gens ne peuvent pas citer les 4-5 derniers ministres de la culture. J'exagère un peu, mais pas tant. C'est-à-dire, c'est pas un ministère fort qui est déconnecté beaucoup de l'éducation nationale, et je pense que ça commence par l'école des tout petits. C'est-à-dire pour avoir la nécessité de la culture. Moi, j'ai l'impression de passer ma vie à expliquer à quoi ça sert. Alors, vraiment, je me parle du côté de la création, hein. Je ne veux parler que de mon domaine. Mais pour avoir... Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que un artiste, il n'est pas... Picasso, il ne s'est pas dit « je suis européen ». Il s'est dit à des périodes je suis plus espagnol, à des périodes je suis plus français, il a été influencé. Ce sont des artistes forts parce qu'ils sont libres. Et pour qu'ils soient libres, il faut qu'ils puissent exister. C'est ce que j'appelle risquer les chefs-d'œuvre. C'est-à-dire risquer de se tromper. Tu sais pas combien il y aura de Picasso, tu peux pas le prévoir, mais tu peux créer quelque chose qui permette que le Picasso éclot. Et par exemple, moi j'ai dirigé 2 institutions du XVIIe siècle, donc la Comédie Française et puis la Villa Médicis, et qui était quand même le siècle d'or de la France sur la culture. C'était une époque où on rayonnait parce que le pouvoir en place croyait, ne serait-ce qu'égoïstement, à son besoin de culture pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Et ces institutions, si elles perdurent encore aujourd'hui, c'est qu'elles ont quand même des bases qui sont très importantes. Et je parlais tout à l'heure de la non-obligation de résultat, c'est-à-dire de laisser se remplir les artistes pour qu'ils puissent créer. Et donc, c'est des questions aussi, c'est un peu pragmatique de dire ça, mais de budget. Victor Hugo disait, il faut, il faut vous allumer des réverbères dans vos villes. Alors ça va être remis en question bientôt pour les dimensions écologiques, mais allumer des réverbères dans vos cœurs, dans vos âmes, parce que c'est ça le garant, non seulement d'une économie vivante, parce que ça génère beaucoup d'économies, la culture. Ça permet de faire rayonner à des endroits beaucoup plus irrationnels notre pays et pas sur les bras de fer. Ça évite la violence parce que mettre des émotions, les exprimer, c'est une école de la vie. Et toutes ces petites graines, si on les plante à l'école, on a une chance d'abord de protéger certains Mozart, en tout cas de les voir éclore. Mais pour ça, il faut faire attention de ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde, parce que depuis que l'État a la main, on a une chance folle d'être, je reparlais de l'intermittence tout à l'heure, que nos artistes soient protégés. On les a mélangés avec les techniciens, déjà ça devient un vrai sujet. L'Italie n'a pas ça, et on voit la pauvreté du cinéma italien là maintenant, parce qu'après 2 ans de pandémie, si tu n'as pas un pays qui te soutient, la plupart des artistes, ils s'en remettent pas. Et donc, tu as beaucoup d'artistes qui se sont recyclés ailleurs. Et alors, on se met à donner un tout petit peu à tout le monde. Et quand tu donnes un tout petit peu à tout le monde, c'est comme si tu donnais rien à personne. C'est parce que tu es sûr que tu vas pas vraiment te tromper, que si tu as donné de l'argent là puis que ça marche pas, c'est pas très grave. Mais sur le coup, tu vas jamais aider. Et je voudrais conclure en disant, par exemple, en Europe, quelle est la grande construction architecturale européenne qu'on a faite ces derniers temps? Quelle est la grande construction incontournable qui aurait mis tout le monde pas d'accord? On aurait débattu, comme quand on a créé Beaubourg. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu ça. Alors, il me semble que ça commence par ça, par la création. Liberté, j'écris ton nom. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on a compris de votre message, que c'est aussi cette culture un élément clé de nos valeurs, parce que nous défendons par la création cette liberté. Et vous l'avez dit tous les 4, c'est probablement aussi donc ce qui fait la force de la culture par rapport à d'autres entrées. Et c'est probablement ce que les non-démocraties, et en particulier ceux qui ont agressé l'Europe, ont en tête quand ils détruisent aussi le patrimoine et parfois aussi les artistes. Pardonnez-moi, vous me lancez une piste, mais quels sont les premiers lieux qu'on a attaqués ? En général, ce sont les théâtres, tous les endroits de création et les monuments, les bibliothèques, c'est tout ce qui fait
qui dérange. Or, si un artiste, il dérange pas, si un pays, il fait pas débat, si on a peur du débat et de la vibration, de la confrontation des émotions, on n'a pas une culture forte. Et c'est le drame des pays qui sont dirigés par des gens qui voudraient maîtriser ce qu'ils produisent. Tu peux pas maîtriser un artiste. Tu vas pas essayer de maîtriser Mozart, nom de nom. Et moi, j'ajoute une phrase aussi. Pardon, je fais... Puisque vous avez rebondi, je rebondis sur votre rebondissement, parce que ce qui est à l'œuvre aussi, c'est une espèce de négation culturelle, c'est du nettoyage ethnique aussi, qui peut passer par cet intermédiaire-là. Quand on détruit des bibliothèques, on nettoie. Et je crois que c'est aussi ça qui a été dans la tête des agresseurs ces derniers temps. Merci Sylvie. Hier, Sandro Gozzi nous disait le pass culture, c'est nous. C'est l'Italie, nous l'avons donné donc d'une certaine manière à l'Europe. Tout à l'heure, Catherine disait les cités de caractère, d'une certaine manière, c'est une création française et ça va être européanisé. Maintenant, je voudrais votre avis à tous les quatre. Peut-être que quand on essaye justement de vouloir avoir cette culture européenne, de fait, on oublie peut-être un peu qu'elle se construit aussi d'abord par des choix donc des différentes composantes. Et l'enjeu est un peu compliqué, justement, de passer, comme je dis, parce que tout à l'heure, je citais l'exemple hongrois où il y a une récupération totalement nationaliste, alors qu'on a en fait des œuvres qui pourraient être totalement universelles, pour reprendre votre mot, Muriel. Mais donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Comment donc passer d'une culture nationale, en fait, à un patrimoine commun? Alex? Oui, je pense que vous avez dit tout à l'heure que toute ma vie tourne autour des langues. Moi, je vis dans un pays où on ne parle pas ma langue maternelle. Moi, j'ai eu la grande joie d'apprendre des langues. Je crois que les langues, c'est vraiment à la porte d'entrée. Je crois qu'on se gourre complètement sur l'enseignement des langues. J'ai eu l'occasion de faire ce rapport en 2019 sur l'enseignement des langues en France. J'étais enseigné moi-même pendant tous les années 80. J'étais lecteur d'anglais et je crois qu'il y a un problème aussi, si je peux me permettre, puisqu'on parle d'ouverture vers d'autres cultures. J'ai longtemps pensé qu'il y a un problème spécifiquement français dans l'enseignement des langues, parce que j'étais absolument choqué quand je donnais mes premiers cours de langue en France. En fait, j'étais là, je servais à être celui qui enlevait des points. Sur 20. J'enlevais des points pour les fautes grammaticales, j'enlevais des points pour contretemps. Enfin, je sais même plus pourquoi je devais enlever des points. En fait, j'étais le grand punisseur. Et les Français ne se rendent pas compte jusqu'à quel point c'est un système purement français, où on décourage. Moi, je suis allé pour ce rapport voir comment on enseigne les langues ailleurs. Je suis allé aux Pays-Bas et je me rappelle toujours d'une directrice de collège qui m'a dit, mais quoi, vous punissez les gens quand ils font des erreurs? Au contraire, il faut les encourager. C'est tout le contraire que ce qu'on fait avec un bébé. Quand votre bébé commence à balbutier ses premières syllabes en français, vous lui dites pas, c'est pas comme ça qu'il faut, vous lui dites, mais c'est génial, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a aussi une deuxième chose avec les langues, c'est que pourquoi je vis depuis 44 ans en France. Dès que j'ouvre la bouche, vous savez que je ne suis pas français. J'ai un accent. Pourquoi j'ai un accent? C'est parce que le cerveau humain est configuré de telle sorte à ce qu'on puisse apprendre de façon maternelle une langue jusqu'à 11 ans à peu près. Ensuite, on apprend dans une différente partie du cerveau, ce qui explique que moi j'ai un accent. Vous prenez les deux frères Kissinger, par exemple, qui sont partis d'Autriche. L'un avait 9 ans, l'autre avait 13 ans. L'un a un très fort accent, Henry Kissinger, quand il parle anglais, l'autre n'en a pas. Donc, il faut apprendre des langues. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut les apprendre surtout pour cette raison-là. Très tôt, je suis allé aussi en Sarre, où il y a des choses absolument remarquables. Je suis allé dans une crèche en Sarre, en Allemagne, mais où il y a une véritable politique de citoyenneté européenne. Ils apprennent des langues. Il y avait des cantines en anglais, en italien même, en français, en allemand. Et je me rappelle, j'ai dit à la directrice de cette crèche, je lui dis, mais vous prenez des enfants, vous leur apprenez des langues à partir de quel âge? Et elle m'a répondu, je me rappelle toujours, so klein wie möglich, aussi petit que possible. Et c'est ça qu'il faut faire. Vous savez, des choses formidables quand même qui se passent en France aussi. J'étais à Albertville,
où il y a ce qu'on appelle des cours en langue, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes et on fait des cours de maths et de géographie, mais en anglais ou en italien aussi. Au début, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais le résultat, si vous les prenez tôt, ils se concentrent un peu plus et au finish, vous avez des gens qui parlent anglais sans accent et qui ont étudié aussi la géographie. La preuve, c'est que dans un lycée qui a tenté cette expérience, au début, les parents étaient extrêmement dubitatifs. Maintenant, les prix de l'immobilier autour de ce lycée ont complètement grimpé parce qu'ils ont vu le résultat. Donc, il faut enseigner les langues dès que possible et il faut surtout arrêter ce système où on punit les gens, où on enlève des points. Moi, si j'ai appris le français avec les chansons en Grande-Bretagne, on peut reprocher beaucoup de choses aux Britanniques, mais le système pédagogique éducatif quand j'étais jeune, c'était basé sur le plaisir. J'ai même appris, je vais vous dire, je termine là-dessus, le néerlandais grâce à une chanteuse néerlandaise que j'adore qui s'appelle Lenny Kur, que j'ai vue à l'Eurovision en 1969. J'ai tous ces CD depuis, où il y a les paroles. Comme j'aime bien sa voix, ses chansons, j'ai appris le néerlandais. Je parle pas si bien que ça, mais grâce à à ce plaisir qu'est la musique. Donc, il faut cesser, à mon avis, ce que j'ai dit dans ce rapport, et j'ai dit au ministre, de punir les gens en disant, vous savez, la phrase que j'entends le plus souvent en France, depuis que je vis, à part My Taylor is Rich, je me coltine tous les jours, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, je n'oserais jamais parler anglais devant vous ». Parce qu'il y a cette peur en France qui est due au système punitif. Je crois qu'on a fait des améliorations. J'espère que notre rapport a un tout petit peu secoué le cocotier, mais il faut enseigner les langues très tôt et il faut les enseigner basées sur cette énorme richesse qu'est la culture, qui est une source de plaisir. Et c'est ça la véritable ouvre ses âmes pour cette porte vers la culture commune européenne fournie par les langues. Plaisir, liberté, diversité. Je pense que M. Poutine ne doit pas être très très à l'aise s'il écoute ce que l'on dit cet après-midi. Merci beaucoup Alex de ce témoignage et vous entrez peut-être donc sur une dimension là en reparlant du côté un peu parfois élitiste, voire très contraint de notre enseignement. Moi je voudrais redonner la parole à Catherine pour les aspects justement plus proches de nous, qui sont ceux de la vie culturelle dans les collectivités. C'est la question en fait indirectement, donc Alex, vous abordez, qui sont celles d'une question qui est traitée par une institution internationale, qui est l'UNESCO, qui sont les fameux droits culturels. Et c'est une question qui est souvent assez complexe, et pourtant derrière, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité aussi d'animer la culture au plus près donc, des territoires. Catherine, peut-être c'est quelque chose qui vous tient, je pense, à cœur, que ces droits culturels au plus proche des territoires. Oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai beaucoup milité pour les droits culturels parce que autant l'éducation est inscrite dans les grands textes internationaux, les droits culturels l'ont été, mais en France, les droits culturels, jusqu'à une période récente, ne l'étaient pas. Donc au Sénat, nous avons introduit les droits culturels dans la loi NOTRe, qui est une loi nouvelle organisation territoriale de la République, qui re-questionnait les compétences des différentes collectivités territoriales, et puis dans la loi liberté de création, architecture et patrimoine de 2015, dans son article 1er, à côté du principe énoncé, qui est cher, je n'en doute pas, à Muriel Mayette, qui est de dire la création est libre. La création est libre, et dans cet article, nous avons ajouté les droits culturels. Les droits culturels, c'est quoi? C'est ni plus ni moins l'affirmation qu'il faut rendre la culture accessible à tous. C'est l'accessibilité universelle, quel que soit l'endroit où on habite, d'où on vienne, sa condition économique, sociale, sa race, sa religion. C'est le droit à l'accès à la culture et à l'expression culturelle également. Donc c'est un vaste programme, c'est permettre la culture aux gens les plus éloignés de la culture. Et ce qui a été d'ailleurs reconnu dans la déclaration de Fribourg, eh bien maintenant elle l'est dans le droit français dans un certain nombre de pays. Et justement, la diversité culturelle et linguistique, ça rejoint les droits culturels.
dans un monde en voie, en risque d'américanisation, de l'anglais américain. Je fais la différence, cher Alex, entre l'anglais américain, l'anglais britannique, d'autant que je suis professeur d'anglais, spécialiste de Shakespeare à l'origine. Mais je pense que les droits culturels, c'est aussi revendiquer la diversité culturelle et linguistique qui fait la richesse de l'Europe, mais du monde. Et à travers ce combat pour les droits culturels et la diversité linguistique, je crois que l'on contribue à la reconnaissance des peuples, à la reconnaissance des cultures, au dialogue nécessaire entre les uns et les autres, facteur de paix. Voilà, ça c'est un peu notre combat. Et dans les collectivités territoriales, je reviens à l'essence de votre question, cher Antoine, c'est vrai que dans nos politiques publiques, très concrètement, inscrire les droits culturels, c'est se préoccuper, est-ce que les artistes, leur création circule en milieu rural? Est-ce qu'on s'attache à créer les conditions de la programmation de certaines œuvres? C'est tout simplement des choses comme ça que l'on construit entre collectivités. Vous savez, nous, à la région Normandie, je suis conseillère régionale de Normandie, on travaille avec les intercommunalités et en fonction de leurs ressources, de leurs atouts, on crée, c'est notre ambition, de créer des offres culturelles au plus proche des habitants, mais c'est aussi diffuser la culture à l'hôpital, c'est diffuser la culture en prison, c'est ouvrir les lieux aussi à des publics qu'on va chercher. Alors, c'est des programmes qui sont construits par les structures et les institutions culturelles que l'on finance pour ça, mais avec lesquels on discute dans leur cadre de contrat d'objectifs et de moyens. C'est un travail, je peux vous le dire, de longue haleine. Mais à travers ça, on promeut aussi la diversité culturelle qui est source d'enrichissement personnel et surtout de meilleure connaissance de l'autre et du monde. Merci beaucoup, Catherine. Alors, nous arrivons Nous arrivons au terme de notre table ronde. Je voudrais demander à chacun d'entre vous quatre, peut-être en quelques mots, parce que nous essayons d'être le plus concret possible quand même au mouvement européen, donc de nous donner peut-être une mesure qui vous semblerait, ou une proposition la plus importante justement pour faciliter ce développement de la culture par rapport à d'autres politiques publiques peut-être européennes. Donc je refais le tour. Je donne la parole à Sylvie, elle s'est précipitée sur le micro, donc allez-y. Non, pas spécialement, je ne me suis pas précipitée, je réfléchissais à votre question parce que je m'étais noté plusieurs choses à aborder, donc comme c'est la dernière fois que je parle, je le fais vite fait. Tout à l'heure, on s'interrogeait de savoir est-ce que les artistes étaient d'abord espagnols, européens, français. Ils sont exactement comme la citoyenneté européenne, c'est-à-dire que ils sont à la fois nationaux et ils ont aussi cette citoyenneté européenne. Je crois que c'est ce qui les caractérise aussi. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on soit très très sensible à la question de la diversité. Je saisis là aussi la balle au bond de Catherine à l'instant. Il y a tout un tas de publics, y compris les publics empêchés, qui doivent être touchés par cette diversité culturelle pour lutter contre la standardisation, ce qui n'est absolument pas du tout un refus justement de l'identité. Troisièmement, on l'a évoqué au démarrage, j'y reviens en une phrase parce que je pense que c'est important. Souvent, on a tendance à considérer aussi l'Union comme étant pourvoyeuse financière de soutien au programme. Il y a aussi beaucoup qui passent par la coordination, il y a beaucoup qui passent par le soutien aux réseaux et ces réseaux sont très importants, qu'ils soient européens, locaux, c'est je crois très très important. Et s'il y a une mesure, pour répondre à votre question Antoine, qui me semblerait peut-être à suggérer, en dehors de toutes celles auxquelles on a fait évocation, il y a très peu de temps la conférence sur le futur de l'Union européenne, avec des succès mitigés, on va dire, en tout cas, peut-être qu'il y a à prolonger. Eh bien, prolongeons aussi cette conférence sur le futur de l'Union européenne en la rendant permanente et en intégrant aussi la question de la diversité et de la culture parmi ces enjeux majeurs. Voilà une proposition que je souhaite faire. Merci beaucoup, Sylvie. Alex ? C'est en gros ce que j'ai dit, c'est-à-dire enseigner les langues, les enseigner avec plaisir, les enseigner tôt. Et si je peux permettre aussi de donner la possibilité, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec l'histoire du Brexit, la possibilité d'exprimer sa volonté
de s'identifier avec le fait d'être européen. Je vous donne un petit exemple, c'est que moi je suis souvent invité à la télé pour parler enfin surtout de Brexit et de la reine récemment, mais ma grande spécialité c'était l'Europe. J'ai passé 30 ans à parler à la télévision de l'Europe. J'ai fait toute ma carrière en France, aussi en Allemagne, aussi j'ai un peu travaillé, mais j'ai surtout fait 30 ans de France Inter, France Télévision, France 3, RFI. J'ai jamais travaillé pour un seul journal ni média britannique. Mais chaque fois quand je vais dans des chaînes de news, par exemple, je suis toujours présenté. Vous savez qu'on n'est pas payé en général pour aller dans ces chaînes, donc je me permets au moins d'assister qu'on me présente comme je veux. Je dis aux gens, est-ce que vous pouvez me présenter comme journaliste européen? Pour une fois que vous avez un Britannique qui vit en Europe depuis 44 ans, qui parle des affaires de l'européenne, qui a jamais travaillé pour la presse britannique, quelque part, moi, ça m'irrite complètement. Et vous m'avez présenté, je vous remercie beaucoup, comme journaliste européen. Je peux vous dire que c'est pratiquement jamais. Les gens disent, ah oui, non, mais écoute, je ne comprends pas. Est-ce que journaliste britannique, ça vous va? Je dis, mais non, ça ne me va pas d'être uniquement réduit à mes seules racines, sans parler de 44 années de carrière en France. Tout ce que je vous dis par cet exemple très personnel, c'est qu'il faut nous laisser la possibilité de nous identifier comme Européens. Il faut que l'identité européenne, ça passe par la passion, par la culture, par l'émotion. Et il faut qu'on investisse beaucoup plus, effectivement, c'est le thème de notre débat, dans ces choses-là. Sinon, les gens ne vont jamais se sentir européens. Merci beaucoup, Alex. Catherine? Pour moi, il y a les droits culturels, on en a parlé, mais s'il y a une mesure, en tout cas une politique extrêmement offensive d'emblée à mener, c'est la lutte contre la GAFAmisation du monde. Le monde en voie de plateformisation sous domination des algorithmes. Parce que on voit bien que le risque, c'est l'uniformisation de la culture, c'est la disparition de cette diversité culturelle à laquelle nous sommes attachés, mais pire, ça va de pair, c'est la disparition également de nos modèles politiques de société et de démocratie. Je le dis d'une façon assez solennelle parce que je travaille depuis 2013 aux questions de souveraineté numérique, rapporteur de ces questions-là pour la Commission des Affaires européennes du Sénat. Et tout à l'heure, on évoquait la montée en puissance des populismes, des dictatures à travers le monde, mais aussi à travers l'Europe. Tout ça est bien le résultat aussi d'une information ou des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, où on agite les peurs, où on favorise les communautarismes et les fondamentalismes de poil. C'est clairement, comment dirais-je, désormais analysé. Les algorithmes que l'on ne maîtrise pas de ces plateformes, des géants qui font un profit très important. D'ailleurs, Francis Hogan, qui vient parler à Bruxelles, nous dit bien les plateformes favorisent leur profit avant la sécurité. Eh bien, ces modèles, on le voit bien, favorisent la montée en péril de notre civilisation et d'aucuns ne nous vaut pas du bien, encore une fois, et favorisent aussi cela. Donc, il y a une forme d'urgence pour aussi la survie de nos démocraties, de nos modèles politiques. Pour ce faire, il faut travailler. L'Europe a su quand même voter des textes de règlement. Je pense au Digital Services Act qui va réguler les services à travers les plateformes, le Digital Market Act. On a aussi un projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Mais il faut aussi mener une politique industrielle qui permet aussi d'encourager l'émergence de plateformes de diffusion culturelle à l'échelle européenne. Et ça ne peut être qu'à cette échelle-là. Tout à l'heure, j'ai évoqué les entreprises publiques de l'audiovisuel. Il faut que nos entreprises européennes se mutualisent des moyens pour porter ces projets. C'est à cette échelle-là qu'on pourra aussi être concurrent de ces géants qui, encore une fois, nous imposent leur modèle. Moi, je ne veux pas que nos enfants et petits-enfants, demain, soient enfermés dans des bulles de certitude, des choix culturels prédéterminés à travers les algorithmes qui leur disent il faut aller chercher tel type de film ou tel type de musique. Je trouve ça extrêmement dangereux à terme. Et donc, l'urgence, c'est bien d'avoir des alternatives. C'est encore possible. D'aucuns sont pessimistes, mais moi, je dis que c'est encore possible si on mène
de pair à la fois une réglementation exigeante et en même temps, bien entendu, des modèles économiques qui sont liés à des politiques industrielles. Tout ça lié, bien sûr, à la montée en compétences numériques de tous et à l'éducation. Rien ne vaut également, tout passe par l'éducation, bien entendu. Donc pour moi, l'urgence, c'est lutter contre la GAFAMisation du monde qui est extrêmement dangereuse. Merci beaucoup. Et Muriel, le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, j'oserais proposer le 100% culture. Je suis dans une ville qui a proposé le 100% culture à l'école. Et donc, je remplacerai le pass culture par un 100% culture dans l'Europe, dans toutes les pays de l'Europe, parce que je pense que c'est la jeunesse qui doit prendre cette relève et que si on la construit à travers la culture, on la construira plus forte. Je pense qu'il nous manque une société de diffusion européenne pour aller montrer nos artistes à l'étranger. On est très accueillant en Europe sur les étrangers. On ne va pas assez dehors, hors nos murs. Et comme le dit si bien Alex, traduire, apprendre les langues, faire circuler ces langages. Et un auteur qui est exemplaire de ce point de vue-là, c'est Beckett. Alors pour Alex, une mirlitonnade. Imagine si ceci, un jour ceci, tout ceci, imagine si un jour, un beau jour, tout ceci cessait. Imagine. Bien, alors je voulais vous remercier tous et tous de votre participation, bien entendu nos 4 intervenants. Je sais combien c'est frustrant de ne pas pouvoir prendre la parole. Simplement, ce que je vous propose, c'est de pouvoir interroger nos 2 intervenants qui sont présents dans le café qui va suivre, de manière à ce qu'on ne perde pas trop de temps. Et donc, je voulais aussi vous remercier de votre participation. Et bien entendu, je vous souhaite une excellente université. Et je terminerai peut-être, est-ce qu'il est là, notre lecteur potentiel d'Hugo? Il est là. Alors, moi, je suis aussi le président de la section de Touraine. Et nous avons l'habitude d'écouter plutôt Balzac. Mais comme il a été dit tout à l'heure par l'un d'entre vous, probablement que c'est Hugo qui, le héros des îles anglo-normandes, Alex, Victor Hugo de Guernsey, qui doit avoir le dernier mot. Et puisqu'on parlait de Normandie, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour mon ami Bernard, qui fait tant pour les itinéraires culturels, et c'est important quand même de le citer. Donc le dernier mot avant le café pour Hugo. Merci à toutes et tous de votre participation. Vive l'Europe! Vive la passion! Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes entre vos glorieuses individualités, vous vous fondrez étroitement dans une amitié supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel du peuple, par le vénérable et le véritable et vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces 2 grands groupes immenses,
les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leur art, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le contrat d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, et Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avez-vous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer! Merci.